voyez ce qui se dresse derrière moi? Ce n'est pas un simple pont enjambant une rivière, c'est le ruban de lumière. Nous sommes à Los Angeles, sur le nouveau viaduc de la 6e rue, et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la façon dont l'acier brut est devenu une œuvre d'art raffinée. Vous êtes-vous déjà demandé comment de simples barres de fer se transforment en ces arches blanches parfaites qui semblent danser au-dessus de l'autoroute? J'ai parcouru des milliers de kilomètres jusqu'à des ateliers secrets où l'on dompte le métal pour vous montrer comment est né ce nouveau symbole de la Californie. C'est parti! Pour comprendre l'ampleur de ce projet, il nous a fallu quitter Los Angeles ensoleillé et aller bien au-delà. L'acier d'un tel pont ne s'achète pas dans un magasin de bricolage. Il a été préparé dans des ateliers spécialisés où se dressent des presses capables d'écraser un char sans même chauffer. Un hangar immense où flottent les odeurs d'huile brûlante et de copeaux métalliques. Là reposent les ébauches, d'énormes poutres d'acier droite, dont l'épaisseur des parois fait réfléchir aux limites de la force humaine. Le viaduc s'étend sur plus de 1066 mètres. Il franchit 18 voies ferrées, une rivière et l'autoroute 101. Le problème du 6th Street Viaduct, c'est que l'architecte Michael Maltzahn ne voulait pas d'un pont simple. Il voulait ce que les ingénieurs appellent un cauchemar éveillé. Chacune des 10 paires d'arches n'est pas qu'une simple courbe. C'est une courbe tridimensionnelle. Comment transformer une poutrelle droite et froide en une forme parfaite et fluide? Ici, la chaleur ne sert à rien. C'est la force pure et froide qui opère. Je me tenais près d'une presse hydraulique dont la puissance se mesure en milliers de tonnes. Voici comment cela fonctionne. Une massive pièce d'acier est serrée dans un étau et un énorme piston commence lentement, millimètre par millimètre, à enfoncer le métal dans le moule. Vous entendez ce son? C'est ce grondement sourd qui fait vibrer vos dents. L'acier résiste, il gémit, mais sous la pression de milliers d'atmosphères, il est contraint de céder. Voilà ce qu'est le véritable dompte de la matière. Et maintenant, le plus intéressant. Lorsque j'ai regardé les plans pour la première fois, j'ai pensé que l'ingénieur avait simplement eu un geste malheureux. Ces arches ne sont pas verticales. Chacune des 10 paires est inclinée de 9 degrés vers l'extérieur. Vous allez demander, et alors? Elles sont inclinées, voilà tout. Mais pour la physique, c'est une catastrophe. Quand une arche se tient droite, tout le poids descend vers le bas. Quand elle est inclinée, elle tente constamment de basculer sur le côté sous son propre poids. Cela crée une torsion inimaginable. Pour éviter que le pont ne s'effondre, les ingénieurs ont dû créer un système complexe de tensions internes. Les nervures d'acier à l'intérieur des arches sont si résistantes qu'elles se maintiennent littéralement par la seule force de leur pression interne. Lorsque j'ai marché sur le pont achevé et que j'ai touché ces surfaces blanches, j'ai ressenti l'énergie tendue de millions de tonnes figées dans un équilibre parfait. C'est le triomphe des mathématiques sur la gravité. L'assemblage du 6th Street Viaduct, c'est un thriller à part entière. Sous le pont, ce n'est pas le désert. C'est là que passe la L.A. River, ce même canal de béton où Arnold Schwarzenegger fonçait à moto dans. C'est aussi là que passent des dizaines de voies ferrées, empruntées par des trains à chaque minute. Impossible d'interrompre le trafic. À l'intérieur de ces arches et du tablier se cachent 8200 tonnes d'acier haute résistance. C'est le poids d'environ 4000 SUV ou de 10 gros avions de ligne. J'ai vu des images de ces segments d'acier géants installés de nuit. D'immenses grues soulevaient les nervures blanches des arches, pesant des centaines de tonnes, et les ajustaient avec une précision d'orfèvre au pilier. Une erreur d'1 centimètre aurait signifié que l'arche ne se refermerait pas au point le plus haut. C'était une partie de Lego géante, où chaque pièce coûte des millions, et en dessous,
une voie ferrée en activité. Le spectacle était cosmique. Les projecteurs déchiraient le ciel nocturne au-dessus de la ville. Les étincelles de soudure tombaient comme de petites météorites. Et au-dessus de la rivière s'élevait lentement l'épine dorsale d'acier de la nouvelle cité. Lorsque le dernier maillon fut mis en place, Los Angeles reliait enfin Boyle Heights, cœur de la culture latino-américaine, au gratte-ciel étincelant du centre-ville. La construction a nécessité plus de 45 000 mètres cubes d'un mortier de béton spécialement conçu. Ce volume aurait suffi à remplir 18 piscines olympiques. Le pont comporte 10 paires d'arches, soit 20 segments au total. Les plus hautes atteignent 18 mètres de hauteur, l'équivalent d'un immeuble de 6 étages. Mais Los Angeles se trouve en zone sismique. Le pont doit donc être non seulement élégant, mais aussi flexible. Sous sa base sont installés 32 gigantesques amortisseurs à triple pendule. Ils permettent à la structure de se déplacer de 76 cm dans n'importe quelle direction, lors d'un séisme puissant, sans subir de dommages. Cette technologie garantit que le pont résistera au Big One, prévu en Californie une fois tous les 1000 ans. Pourquoi ce pont est-il si important ? Si vous avez joué à GTA V ou regardé Fast and Furious, Grease ou L'Arme Fatale, vous connaissez l'ancien Sixth Street Bridge. C'était une icône du cinéma, mais il s'est littéralement effondré sous les yeux de tous à cause d'une réaction chimique dans le béton. Il a été démoli et la ville a pleuré sa perte. Le nouveau viaduc incarne la réponse de Los Angeles aux défis de notre époque. Il n'est pas simplement fait de béton, mais de cet acier à haute résistance dont nous avons parlé. C'est un pont phénix. Son allure futuriste évoque l'an 2050. Ces 10 arches symbolisent une étreinte reliant les différentes communautés. L'ancien Sixth Street Bridge a tenu 84 ans, avant que la maladie du béton ne commence à le ronger. Le nouveau viaduc est conçu pour durer 1 siècle. Grâce à l'utilisation d'acier moderne, avec revêtement anti-corrosion et d'une composition spéciale de béton, ce pont aspire à devenir un symbole éternel de la ville. Le soir venu, lorsque l'éclairage s'allume, les arches se mettent à rayonner d'une lumière blanche douce. C'est pourquoi on l'appelle le ruban de lumière. L'acier cesse alors d'être une force brute. Il devient éphémère, léger, comme s'il était sans poids. Mais nous connaissons la vérité. Derrière cette légèreté se cachent des milliers de tonnes de pression, des inclinaisons à 9 degrés et les nuits blanches des ingénieurs. L'ensemble du projet a coûté à la ville la somme vertigineuse de 588 millions de dollars. C'est le projet de pont le plus coûteux et le plus ambitieux de l'histoire de Los Angeles. Pour vous donner une idée, avec cette somme, on aurait pu construire plusieurs échangeurs autoroutiers classiques, mais Los Angeles a choisi l'art, figé dans l'acier et le béton. Voilà mes amis, voilà cette histoire. La prochaine fois que vous regarderez un film sur Los Angeles et que vous apercevrez ces arcs blancs, pensez à cette presse dans l'atelier et à ces 9 degrés qui ont failli rendre fous les ingénieurs. L'acier n'est pas qu'un simple matériau. C'est une volonté, figée dans le métal. Merci d'avoir été avec moi pour cette visite virtuelle. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et dites-moi en commentaire, quel est selon vous le pont le plus impressionnant au monde ? À très bientôt dans la prochaine vidéo. Avez-vous déjà vu forger les muscles d'acier de la planète ? Aujourd'hui, nous sommes à Bilbao, dans l'usine légendaire Vicine Cadenas. Ici, le métal n'est pas dompté par des marteaux, mais par une pression colossale et du courant électrique. Dans ces ateliers naissent des chaînes destinées aux plateformes pétrolières du golfe du Mexique
et aux éoliennes géantes flottant en plein océan. Un seul maillon pèse autant qu'une voiture entière. Je vais vous montrer comment l'acier incandescent de 20 cm de diamètre devient aussi malléable que de la pâte à modeler. Attachez vos ceintures, nous entrons dans une véritable forge des dieux. Cette barre d'acier évoque davantage le tronc d'un arbre centenaire qu'une armature ordinaire. Dans l'usine Vicine Cadenas de Bilbao, tout commence par ce monstre. Un cylindre plein en acier spécial, hautement allié, dont le diamètre dépasse 20 cm. Pour mieux vous représenter l'échelle, cette tige d'acier est plus épaisse que la cuisse d'un athlète professionnel. Ce n'est pas simplement du fer, c'est un concentré de résistance, conçu pour survivre des décennies dans l'environnement salin agressif de l'océan, sous une pression de milliers de tonnes. Le processus de transformation de ce géant froid et intraitable en maillon de chaîne débute par un choc thermique. La barre entre dans un four à induction, et là, la physique prend le dessus. Il ne s'agit pas d'un feu ordinaire, ni d'une chambre à gaz. Ici, ce sont des champs magnétiques d'une puissance inouïe qui opèrent. Le courant électrique traverse le métal, excitant ses atomes jusqu'à un état de véritable frénésie. En quelques minutes à peine, l'acier gris et froid commence à se métamorphoser sous nos yeux. D'abord, la surface vire au bordeaux terne, comme si le métal s'emplissait de colère. Mais la température continue de grimper vertigineusement, dépassant les 1000 degrés Celsius, et la barre s'embrase d'une couleur red hot, éclatante et intense. À ce moment précis, l'acier atteint son état plastique. Il irradie avec une telle intensité qu'il est difficile de le regarder sans lunettes de protection. On dirait qu'un petit soleil furieux est emprisonné à l'intérieur du métal. Mais cette couleur flamboyante est trompeuse. Bien que l'acier devienne malléable et prêt à être plié, il ne perd rien de sa masse colossale. Chacune de ces sections incandescentes pèse des centaines de kilos, et sa température est si élevée qu'elle peut instantanément vaporiser toute humidité dans un rayon de plusieurs mètres. L'air ambiant tremble sous l'effet de la chaleur, créant un mirage comme dans le désert. C'est le moment de tension extrême. Le géant d'acier a déjà perdu sa dureté, mais n'a pas encore acquis sa forme définitive, figé dans l'attente de l'essentiel. L'intervention des manipulateurs hydrauliques géants qui forceront cette masse incandescente à se plier à la volonté des ingénieurs. Quand cette barre d'acier chauffé à blanc sort du four, je recule instinctivement. Même à 10 mètres de distance, la chaleur est telle qu'on se croirait devant les portes ouvertes de l'enfer. Mais la véritable magie commence lorsque la presse hydraulique entre en jeu. Les opérateurs appellent ces pinces massives des doigts. Et quand on les voit à l'œuvre, on comprend pourquoi. Ces membres de fer saisissent une barre épaisse comme un tronc d'arbre, avec la même assurance que nous saisissons un crayon. À cet instant, le cerveau refuse de croire ce que voient les yeux. Ce qui se passe ensuite défie toute mon expérience de vie. L'acier, qui il y a une minute était plus dur que la roche, commence à se plier sous la pression hydraulique, comme s'il ne s'agissait pas d'un alliage ultra résistant, mais d'un morceau de pâte à modeler pour enfants ou de cire chauffée. Je vois des mécanismes massifs enserrer la barre et, d'un mouvement fluide, presque gracieux, la replier en une boucle parfaite autour d'un noyau d'acier. Ce n'est pas de la force brute, c'est un véritable travail d'orfèvre à l'échelle des géants. Chaque degré de courbure, chaque millimètre d'expansion du métal est calculé par ordinateur en temps réel. Une seule contrainte microscopique et des micro-fissures apparaissent à l'intérieur de l'acier, qui plus tard, quelque part au milieu d'une tempête dans l'Atlantique, pourrait coûter la vie à quelqu'un. Lorsque la machine achève le cintrage, vous vous retrouvez face à un maillon qui n'est pas encore assemblé en chaîne, mais qui impressionne déjà par sa masse.
Il pèse autant qu'une voiture de tourisme moyenne, mais occupe 10 fois moins d'espace. Une concentration incroyable de poids en une seule forme. Tant qu'il rougeoie encore, je ressens cette responsabilité colossale, inscrite dans le métal. Ce n'est pas une simple pièce, c'est un futur élément d'un système d'ancrage qui maintiendra une plateforme pétrolière dans le golfe du Mexique. Il devra monter la garde pendant 30 ans, résistant aux assauts des vagues océaniques et à la pression de millions de tonnes d'eau sans le moindre droit à l'erreur. Assister à la naissance d'un tel titan, c'est une expérience qui vous fait prendre conscience de l'ampleur véritable des capacités humaines. Ensuite, les extrémités du maillon cintré se rapprochent. Un courant d'une puissance inouïe commence à passer entre elles. L'air s'ionise et le processus de soudage par étincelage débute. D'abord surgit un léger frémissement, puis une explosion de lumière. Une gerbe d'étincelles se disperse sur 10 mètres dans toutes les directions, illuminant l'atelier comme l'éclair d'une supernova. À cet instant, 2 bords de métal ne font plus qu'un au niveau moléculaire. Ce n'est pas simplement une soudure, c'est un monolithe. Lorsque les étincelles retombent, voilà devant vous un maillon achevé, qui vient de traverser le feu et l'électricité pour devenir indissociable. Et pour que nous restions indissociables, vous et moi, abonnez-vous à cette chaîne. En regardant cet acier incandescent refroidir, je me pose malgré moi la question. Pourquoi tout cela? Pourquoi une telle précision inouïe, ces fours gigantesques et ces dépenses d'énergie pharaoniques pour un seul maillon? La réponse réside dans le prix de l'erreur, qui en pleine mer se compte en milliards de dollars et en vies humaines. Les clients de Vicine-Cadenas ne sont pas de simples compagnies maritimes. Ce sont des titans de l'énergie qui travaillent là où la nature montre son visage le plus impitoyable. Lorsqu'une nouvelle chaîne, trempée à Bilbao, est chargée à bord d'un navire, elle entame un long voyage à travers l'Atlantique, cap direct sur le golfe du Mexique. Là-bas, au milieu de l'immensité océanique, se dressent des plateformes pétrolières, dont chacune vaut plus qu'une petite ville. Et la seule chose qui empêche ces colosses de se transformer en épaves incontrôlables lors d'un ouragan de catégorie 5, c'est précisément cet acier espagnol. J'essaie d'imaginer cet instant. Le ciel vire au noir, les vagues s'élèvent à la hauteur d'un immeuble de 10 étages, et le vent tente d'arracher la plateforme de la surface de l'océan. À ce moment-là, quelque part dans les profondeurs marines, ces chaînes se tendent comme des cordes de violon. Elles encaissent le choc. Chaque maillon supporte le poids du monde entier, et si un seul d'entre eux venait à céder, ce serait le début d'une catastrophe écologique et financière aux proportions bibliques. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la façon dont ces monstres d'acier deviennent partie intégrante d'un avenir vert. Nous avons l'habitude d'associer l'industrie lourde au passé, mais ici, à Bilbao, j'ai vu les fondations d'une révolution énergétique. La nouvelle génération d'éoliennes flottantes constitue de véritables prouesses d'ingénierie. Ces turbines géantes, hautes comme des gratte-ciel, ne sont pas ancrées au fond marin. Elles dérivent en pleine mer, là où le vent est le plus puissant. Elles se balancent au gré des vagues, telles d'immenses bouées, tout en restant positionnées à quelques centimètres près. Et ce sont précisément ces anneaux d'acier, forgés ici même, dans la forge des dieux, qui les maintiennent en place. L'aluminium ne naît pas dans les usines, ni dans les ateliers rutilants équipés de machines ultramodernes, ni dans les bureaux d'études où l'on conçoit de légers fuselages d'avions. Sa véritable naissance se produit sous une chaleur tropicale insoutenable, au milieu de déserts de poussière rouge et de gigantesques entailles dans la croûte terrestre, là où gisent les bauxites, le minerai principal de ce métal. Lorsque nous tenons en main une simple canette en aluminium, ou que nous admirons la légèreté d'un vélo moderne, nous réalisons difficilement que ce métal faisait jadis partie d'immenses couches de roches sédimentaires,
formée il y a des millions d'années sous l'effet d'une érosion agressive. La bauxite n'est pas un minerai ordinaire. C'est le résultat d'un processus géologique unique qui a transformé basalte, granit et autres silicates en concentré d'oxyde d'aluminium. Ces gisements se forment principalement dans les zones tropicales et subtropicales, où l'alternance de longues saisons des pluies et d'un soleil ardent crée les conditions idéales pour la latéritisation. L'eau s'infiltre à travers le sol, lessivant la silice et autres éléments facilement solubles, ne laissant derrière elle que les composés stables de fer et d'aluminium. Au fil du temps, ces résidus s'accumulent, formant de puissantes cuirasses qui recouvrent de vastes territoires. Les gigantesques gisements de bauxite en Guinée, en Australie, au Brésil ou au Vietnam peuvent s'étendre sur des dizaines de kilomètres, avec une épaisseur variant de quelques mètres à 30 mètres. Ce sont de véritables greniers de la civilisation humaine, sans lesquels notre monde technologique moderne serait tout simplement impensable. L'extraction de la bauxite impressionne par son ampleur. Lorsque ces gisements se situent effectivement près de la surface, ils sont exploités à ciel ouvert. D'immenses excavateurs sur chenilles et des ensembles rotatifs décapent la couche supérieure du sol, mettant au jour la roche rouge ou ocre jaune. Ce spectacle évoque un paysage martien. Les composés ferreux confèrent au minerai sa couleur rouille caractéristique, tandis que les engins qui œuvrent dans ces carrières paraissent minuscules face à l'étendue des strates dégagées. Le processus d'extraction n'est que le début d'un long parcours. Le minerai de bauxite est un mélange complexe de minéraux, dont les principaux sont la gypsite, la beumite et le diaspore. Loin de ne contenir que des composants utiles, il renferme une quantité importante d'impuretés, telles que des oxydes de fer, de titane et de silicium. C'est précisément pour cette raison que le traitement de la bauxite constitue un défi technologique particulièrement exigeant, en ressources et d'une grande complexité. La première étape consiste à obtenir l'alumine, ou oxyde d'aluminium pur, selon la méthode proposée à la fin du XIXe siècle par Carl Joseph Bayer. Cette technologie demeure essentiellement inchangée depuis plus d'un siècle, bien qu'elle soit devenue nettement plus efficace. Le minerai est broyé jusqu'à obtenir une poudre fine, mélangée à une solution concentrée de soude caustique et chauffée dans d'immenses autoclaves sous haute pression. Dans ces géants métalliques se produit une réaction chimique au cours de laquelle l'aluminium passe en solution, tandis que toutes les impuretés indésirables précipitent au fond, formant ce qu'on appelle la boue rouge. Le problème de la boue rouge constitue l'un des défis environnementaux les plus complexes pour le secteur. Cette pulpe alcaline, saturée d'oxyde de fer, nécessite des installations spéciales, les bassins de décantation. L'utilisation de ces déchets exige d'immenses superficies et un contrôle rigoureux, car l'échelle de production de l'alumine se mesure en millions de tonnes par an. D'une tonne de bauxite, on n'obtiendra pas une tonne d'aluminium. Il faut généralement environ 4 tonnes de minerai pour produire 2 tonnes d'alumine, dont on n'extraira finalement qu'une seule tonne de métal pur. Cette faible concentration souligne l'ampleur considérable de l'extraction nécessaire pour satisfaire la demande mondiale. Le marché mondial de la bauxite constitue une arène où s'affrontent grandes multinationales et États. La Guinée, par exemple, détient près d'un quart des réserves mondiales, et ces plateaux rouges représentent une ressource stratégique majeure pour l'industrie planétaire. L'Australie, futur leader en volume de production, démontre comment concilier exploitation minière à grande échelle et réhabilitation ultérieure des terres. Sur les sites d'anciennes carrières, où hier encore fonctionnèrent des machines géantes, on plante aujourd'hui des forêts d'eucalyptus, tentant de restaurer un écosystème endommagé par l'intervention humaine. Après l'obtention de cette poudre blanche pure, l'alumine, débute la seconde étape de la transformation.
l'électrolyse selon le procédé Hall-Héroult. Ce processus exige une quantité colossale d'énergie électrique, raison pour laquelle les usines de production d'aluminium sont implantées à proximité de puissantes centrales hydroélectriques. L'alumine est dissoute dans de la cryolite fondue, à une température avoisinant 950 degrés Celsius. Un courant électrique intense traverse ce bain en fusion, brisant les liaisons entre les atomes d'aluminium et d'oxygène. Le métal liquide se dépose au fond de la cuve d'électrolyse, d'où on le pompe périodiquement à l'aide de poches à vide spéciales. Cette vision d'argent faible incandescent, naissant d'une poudre blanche, constitue le point culminant de tout un processus qui a débuté dans une carrière lointaine, à des milliers de kilomètres d'ici. La logistique joue un rôle critique dans cette industrie. La bauxite est souvent extraite sur un continent, transformée en alumine sur un autre, et le métal fondu sur un troisième. De gigantesques vraquiers sillonnent les océans, transportant des millions de tonnes de minerais, créant une chaîne invisible qui relie les mines tropicales aux centres de production de haute technologie. L'ampleur de cette activité impacte non seulement l'économie, mais aussi la géopolitique, car le contrôle des gisements de bauxite signifie le contrôle de l'avenir de l'aéronautique, de l'industrie automobile et des programmes spatiaux. Ce n'est pas pour rien que l'aluminium est surnommé le métal ailé, mais son chemin vers le ciel commence en profondeur sous terre, dans les couches lourdes et humides de roches argileuses. Il est important de comprendre que les gisements de bauxite ne sont pas illimités, même si leurs réserves sur la planète sont actuellement estimées comme largement suffisantes pour répondre aux besoins de l'humanité pendant plusieurs siècles encore. Toutefois, la facilité d'extraction et la forte concentration d'éléments utiles dans ces strates gigantesques font de ce type de minerai le choix privilégié. Il existe certes d'autres sources d'aluminium, comme les syénites néphéliniques ou les argiles kaoliniques, mais leur traitement est nettement plus complexe et plus coûteux. C'est pourquoi les provinces bauxitiques demeurent les principales cibles d'intérêt pour les géologues et les investisseurs. L'évolution de l'aluminium a parcouru un long chemin, d'un métal précieux plus cher que l'or à un matériau omniprésent dans notre quotidien. À la fin du XIXe siècle, Napoléon III recevait ses invités les plus illustres en leur offrant des couverts en aluminium, tandis que les hôtes de moindre rang devaient se contenter de vaisselle en or. Aujourd'hui, ce métal est devenu symbole d'accessibilité et de fonctionnalité. Mais cette accessibilité repose précisément sur notre capacité à l'extraire à l'échelle industrielle. Sans les gisements gigantesques enfouis sous les plateaux guinéens ou l'Amazonie brésilienne, nous n'aurions ni smartphone, ni bâtiments modernes à haute efficacité énergétique, ni transport léger. L'extraction à une telle échelle modifie inévitablement le relief de la planète. Lorsque des couches entières de roches sont retirées, le régime hydrologique du territoire change. Les conditions de vie habituelles de la flore et de la faune sont détruites. Les normes modernes d'extraction exigent des entreprises non seulement d'extraire le minerai, mais aussi de rendre la terre à la vie. Le processus de réhabilitation préserve la couche arable supérieure. Celle-ci est retirée avant le début des opérations et remise en place après la fin de l'extraction. Cela permet de restaurer les terres agricoles, bien que ce processus de régénération forestière prenne des décennies et ne ramène jamais le paysage à son état d'origine. Le recyclage de la bauxite, c'est aussi une histoire d'énergie. Chaque gramme d'aluminium, ce sont des dizaines de kilowattheures d'électricité cristallisée dans le métal. C'est pourquoi on surnomme l'aluminium la banque électrique. Son recyclage ne nécessite que 5% de l'énergie requise pour la production primaire à partir du minerai. Cela fait de l'aluminium l'un des métaux les plus écologiques à long terme, car une fois extrait des gisements de bauxite,
il peut être réutilisé quasi indéfiniment, traversant des cycles de refonte sans perdre ses propriétés. Mais tant que la demande pour ce métal croîtra plus vite que les capacités de recyclage, les carrières géantes continueront de s'étendre, s'enfonçant toujours plus profondément dans la terre rouge à la recherche de ces précieux oxydes. Le travail dans les carrières ne s'arrête jamais et chaque nouvelle coupe de strates ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire du métal qui a transformé le monde. C'est un labeur sans fin, où l'ampleur des tâches correspond à l'ampleur des gisements, et où chaque maillon de la chaîne technologique s'avère crucial pour la réussite globale. La transformation de la bauxite illustre parfaitement la façon dont l'humanité a appris à exploiter les ressources terrestres, métamorphosant une argile d'apparence ordinaire en matériaux stratégiques qui fondent notre ère technologique. Chaque étape de ce processus prolonge logiquement la précédente, composant ainsi le tableau cohérent d'une interaction entre l'homme et la nature, où géants industriels et ressources naturelles évoluent dans un lien indissociable. Chaque année, l'humanité produit une substance noire, sans laquelle aucune voiture ne roulerait, ton smartphone ne fonctionnerait pas, et les batteries modernes n'existeraient pas. Mais si je te disais qu'il ne s'agit pas de simple suie, mais d'un matériau né dans un enfer contrôlé à une température supérieure à celle de la lave volcanique. Des particules si minuscules que des milliers d'entre elles tiendraient sur le diamètre d'un cheveu humain. Et ce sont justement elles qui supportent des dizaines de tonnes de charge sur la route. Pourquoi les pneus sont-ils devenus noirs? Pourquoi sans cette poudre, le caoutchouc se désagrège-t-il en quelques mois? Et il existe un moment dans la fabrication dont on parle à peine, mais qui change tout. Reste avec nous jusqu'à la fin, et tu découvriras le secret qui se cache au cœur de cette matière noire. Commençons par préciser que le noir de carbone n'est pas simplement la suie de la cheminée de votre grand-mère. C'est un produit high-tech, à la structure rigoureusement contrôlée, avec des particules de taille et de propriétés définies. Au microscope, il ressemble à des milliards de minuscules sphères mesurant de 10 à 500 nanomètres. Pour vous donner une idée, un cheveu humain a une épaisseur d'environ 70 000 nanomètres. Ces particules sont donc 1000 fois plus petites. L'histoire du noir de carbone remonte loin dans le temps. Dans l'Égypte et la Chine ancienne déjà, on récoltait la suie issue de la combustion d'huile pour l'utiliser comme pigment noir dans les encres et les peintures. Mais la véritable révolution survient au début du XXe siècle, lorsque quelqu'un a l'idée d'ajouter de la suie au caoutchouc et découvre que le matériau devient bien plus résistant et durable. Avant cela, les pneus automobiles étaient blancs ou gris et ne duraient que quelques centaines de kilomètres. Après l'ajout de noir de carbone, ils sont devenus noirs et ont commencé à parcourir des dizaines de milliers de kilomètres. Aujourd'hui, près de 70% de tout le noir de carbone produit dans le monde est destiné à la fabrication de pneus. Le reste est utilisé dans une quantité innombrable de produits, des encres d'imprimerie aux cosmétiques, des plastiques aux batteries. Chaque année, plus de 12 millions de tonnes de noir de carbone sont produites dans le monde. C'est une industrie colossale dont on entend pourtant peu parler. Comment cette substance noire est-elle fabriquée? La méthode principale s'appelle le procédé au four. Imaginez un four gigantesque d'environ 30 mètres de long et plusieurs mètres de diamètre, fonctionnant à des températures comprises entre 1300 et 1650 degrés Celsius. À l'intérieur se crée un enfer contrôlé, où les hydrocarbures sont littéralement déchirés, atome par atome. Le processus commence avec la matière première, le plus souvent des résidus pétroliers lourds, obtenus lors du raffinage du pétrole. Ce sont des liquides épais et goudronneux, riches en carbone.
Parfois, on utilise du gaz naturel ou du charbon, mais les produits pétroliers donnent la meilleure qualité. Cette matière première est préalablement chauffée à une température d'environ 200 degrés pour qu'elle devienne suffisamment fluide pour être pulvérisée. Puis vient la magie. La matière première est pulvérisée en un fin brouillard dans une chambre de combustion, où l'on injecte sous haute pression de l'air chaud ou de l'oxygène. Les gouttelettes s'enflamment instantanément et commencent à brûler. Mais ce n'est pas une combustion complète, comme dans un poêle à bois. C'est un processus incomplet contrôlé, où l'on donne délibérément moins d'oxygène qu'il n'en faudrait pour une combustion totale. À des températures aussi extrêmes, les molécules d'hydrocarbures se décomposent. Les atomes de carbone, libérés des molécules, commencent à s'assembler entre eux, formant de minuscules germes de futures particules. Ces germes se développent en agrégeant toujours plus d'atomes de carbone. L'ensemble du processus ne dure que quelques millisecondes. De la gouttelette de pétrole à la particule de suie formée, il s'écoule moins d'un dixième de seconde. Les particules continuent de circuler dans le four avec les gaz chauds. À un moment précis, on injecte de l'eau ou de la vapeur dans le four pour abaisser brutalement la température et stopper la réaction. Sans cette intervention rapide, les particules continueraient de croître jusqu'à devenir trop volumineuses ou se consumeraient entièrement en dioxyde de carbone. Le contrôle de la température et du temps de réaction détermine la taille et les propriétés des particules. Les gaz chauds contenant des particules de noir de carbone traversent une série d'échangeurs thermiques, où ils sont refroidis à environ 200 degrés. Ce mélange passe ensuite dans un système de filtration. On utilise le plus souvent des filtres à manches, d'immenses sacs en tissu spécial, à travers lesquels le gaz circule, tandis que les particules de suie se déposent sur les parois. Périodiquement, les filtres sont secoués, et la suie tombe vers le bas, où elle est collectée. Mais ce n'est pas encore le produit final. Le noir de carbone fraîchement produit contient diverses impuretés, des résidus d'hydrocarbures, de l'eau, parfois du soufre et d'autres substances. Il est envoyé pour un traitement supplémentaire. Parfois, on le granule. On le compresse en petites billes de quelques millimètres afin de faciliter son transport et son utilisation. Parfois, on le traite avec des produits chimiques pour modifier les propriétés de surface des particules. Il existe différentes qualités de noir de carbone, qui se distinguent par la taille des particules, leur structure et leurs propriétés. Pour les pneus, on utilise généralement de la suie, dont les particules mesurent environ 20 à 50 nanomètres. Plus les particules sont fines, plus leur surface de contact avec le caoutchouc est importante et meilleur est le renforcement. Mais des particules trop fines sont plus difficiles à répartir uniformément dans le caoutchouc. Il faut donc trouver un équilibre. Maintenant, la question essentielle, pourquoi le noir de carbone fonctionne-t-il si bien dans le caoutchouc? Lorsqu'on mélange du caoutchouc avec de la suie et qu'on le vulcanise, les particules de carbone créent dans le caoutchouc un réseau tridimensionnel qui renforce le matériau. Prenez par exemple des spaghettis nature. Ils sont mous et se cassent facilement. Ajoutez-y maintenant une multitude de petites billes dures qui se lient aux molécules de spaghettis et entre elles. La structure devient beaucoup plus solide. Le noir de carbone représente jusqu'à 30% du volume d'un pneu. Sans lui, le caoutchouc s'userait 10 à 15 fois plus vite. Un pneu moderne parcourt 60 à 80 000 km, grâce précisément au noir de carbone. Il absorbe les contraintes mécaniques, les répartit, empêche le caoutchouc de se déchirer à chaque nid de poule. Autre propriété remarquable, la résistance aux ultraviolets. Le caoutchouc pur se dégrade sous la lumière solaire en quelques mois. La suie absorbe les rayons ultraviolets et protège les chaînes polymères de la décomposition.
C'est pourquoi les produits en caoutchouc contenant du noir de carbone peuvent servir des années en plein air sans se détériorer. Au-delà des pneus, le noir de carbone entre dans la composition de milliers d'articles en caoutchouc. Courroies de moteur, joints d'étanchéité, flexibles, chaussures, tapis. Tous ces objets sont noirs justement à cause de la suie, et c'est elle qui les rend solides et durables. Il existe d'autres charges pour le caoutchouc, comme la silice, mais le noir de carbone est moins cher et plus efficace pour la plupart des applications. Mais les pneus ne sont pas la seule utilisation. Dans les batteries lithium-ion modernes, qui alimentent ton téléphone, ton ordinateur portable et les voitures électriques, le noir de carbone joue un rôle crucial. Il est ajouté aux électrodes comme additif conducteur. Pourquoi est-ce important ? Parce que les matériaux actifs des électrodes conduisent mal l'électricité par eux-mêmes. Sans noir de carbone, la batterie ne pourrait ni se charger ni se décharger rapidement. Les particules de suie créent des chemins conducteurs dans la masse de l'électrode. Les électrons peuvent circuler rapidement à travers ce réseau, augmentant la puissance de la batterie. Et il ne faut que 2 à 5% de noir de carbone par rapport à la masse de l'électrode. Pas besoin de plus, car il ne participe pas aux réactions de stockage d'énergie. Il assure simplement le transport des électrons. Dans les encres d'imprimerie et les toners, le noir de carbone constitue le pigment noir de référence. Il procure un noir profond et saturé, résistant à la décoloration. Le texte d'un livre imprimé il y a 100 ans, avec du noir de fumée, reste aujourd'hui net et noir. Les pigments synthétiques n'offrent pas une telle stabilité. Dans les plastiques, le noir de carbone sert à la fois de pigment et de protection contre les ultraviolets. Les pièces automobiles en plastique noir, les boîtiers électroniques, les canalisations, nombre d'entre eux contiennent du noir de carbone. Il améliore également la conductivité électrique des plastiques, ce qui s'avère essentiel pour les matériaux antistatiques et le blindage contre les interférences électromagnétiques. Chaque heure, partout dans le monde, des machines pesant des dizaines de tonnes travaillent sans droit à l'erreur. Mais que diriez-vous si je vous apprenais que leur fiabilité ne repose pas sur une épaisse couche d'acier, mais sur une pellicule invisible, plus fine qu'un ongle, sans flamme, sans four, sans contact. Dans un immense atelier, une roue dentée froide, haute comme un immeuble, rougit en quelques secondes à peine, comme si un volcan s'éveillait en son cœur. Des champs magnétiques comprimant les atomes, le métal s'embrase, puis choc glacé de l'eau. Pourquoi la surface chauffée à blanc devient-elle quasi indestructible, tandis que le noyau reste souple et vivant? Et surtout, quelle erreur fatale commettent ceux qui croient que l'acier ne se trempe que dans les fours? Restez avec nous jusqu'au bout. Vous découvrirez le secret de cette armure invisible, sans laquelle le monde moderne s'arrêterait net. Le processus de trempe par induction des grandes roues dentées, dont le diamètre varie souvent de 2 à 4 mètres, constitue un exemple idéal d'une telle stratégie. Une fois terminées les étapes de forgeage et d'usinage préliminaire, les dents des grands réducteurs sont soumises à un durcissement localisé. La difficulté principale consiste à ne chauffer qu'une mince zone externe du métal, sans transmettre un excès de chaleur à l'intérieur de la pièce. Cela s'obtient grâce à l'utilisation de courants à haute fréquence. Un inducteur spécial, dont la forme épouse précisément le profil de la dent, crée autour du métal un puissant champ magnétique alternatif. Ce champ génère à l'intérieur de l'acier des courants de Foucault qui, par la résistance électrique du matériau, portent instantanément la surface à la température critique, généralement de 900 degrés Celsius. Le processus commence dans un immense atelier où flottent des odeurs de métal chauffé
et d'ozone. Au milieu de la salle se dresse une machine qui ressemble à une plateforme de lancement de fusée spatiale. Une grue colossale y installe une pièce. Imaginez une roue dentée de 4,5 mètres de diamètre, comme 2 basketteurs de grande taille l'un sur l'autre. Une telle pièce peut peser 68 tonnes, soit l'équivalent de 3 éléphants adultes. Elle est froide, grise, et paraît aussi immuable qu'un rocher. L'outil principal dans ce processus, l'inducteur. Ce n'est ni une flamme, ni un four. Il ressemble à un tube de cuivre incurvé qui épouse parfaitement la courbure d'une dent de l'engrenage. Lorsque le travail commence, l'inducteur descend lentement vers le métal, sans jamais le toucher. Entre eux subsiste un interstice minuscule, de quelques dixièmes de pouce à peine. C'est alors que l'électricité entre en jeu. Il ne s'agit pas du simple courant qui alimente une ampoule, mais d'ondes d'une puissance inouïe qui parcourent le tube de cuivre dans les deux sens des milliers de fois par seconde. C'est là que commence le spectacle le plus fascinant, visible à l'œil nu. Bien que l'inducteur ne touche pas la dent, le fer qu'elle contient commence à ressentir les mains invisibles du champ magnétique. Ces mains se mettent à secouer très rapidement les minuscules particules à l'intérieur du métal, les atomes. Sous l'effet de ce mouvement frénétique, le fer chauffe en quelques secondes à peine. La dent grise vire d'abord au rouge cerise foncé, puis au rouge vif, et enfin à l'orange aveuglant, chauffant jusqu'à près de 700 degrés Celsius. C'est plus chaud que la lave en fusion qui s'écoule d'un volcan. Mais le miracle réside en ceci. Seule une fine peau, à la surface de la dent, monte en température, tandis que le cœur demeure paisible et frais. Lorsque le métal atteint la couleur voulue, l'automatisme coupe instantanément le chauffage invisible. Au même instant, une puissante douche d'eau froide se déverse sur la dent brûlante. Un sifflement retentit, des nuages de vapeur blanche s'élèvent tout autour comme dans un sauna, et l'eau éclate en millions de gouttelettes. C'est ce que l'on appelle la trempe. Parce que nous avons refroidi très vite la surface chaude, les particules de fer n'ont pas le temps de retrouver leur état habituel. Elles gèlent dans une structure très tendue, très dense, que les scientifiques nomment martensite. Désormais, cette surface est devenue si dure qu'on peut la frapper au marteau sans y laisser la moindre égratignure. Elle est devenue résistante comme la carapace d'une tortue. Lorsque la vapeur se dissipe, nous constatons que la dent a retrouvé sa teinte grise, mais elle arbore désormais une texture mate et noble. Si nous sexions une telle pièce, opération particulièrement ardue, nous distinguons une ligne nette. En surface, une couche de quelques dixièmes de pouce, dure comme la pierre. En dessous, de l'acier ordinaire, ductile, capable de fléchir et de résister au choc. Un mariage idéal. La croûte durcie préserve les dents de l'usure lorsqu'elles s'affrontent sous des milliers de livres de pression, tandis que le cœur souple garantit que la pièce ne se brisera pas sous les vibrations ou un coup brutal. La trempe traditionnelle en four d'une grande pièce peut durer de 10 à 20 heures, le temps de chauffer toute la masse métallique. La trempe par induction d'une seule dent ou d'une portion d'arbre se réalise en 30 à 120 secondes. Cela accroît la productivité globale de l'usine de 50%, voire davantage. De plus, puisque seule une mince surface est chauffée, la déformation de la pièce reste quasi nulle. Les déformations après trempe par induction sont généralement 2 à 3 fois plus faibles qu'après chauffage au four, ce qui permet de consacrer beaucoup moins de temps au meulage final de la pièce. Cette technologie s'impose partout où œuvrent les géants. Grâce à elle, les rails sur lesquels roulent chaque jour de lourds trains ne se réduisent pas en poussière sous les roues d'acier. Les arbres des immenses turbines des centrales électriques peuvent tourner pendant des années sans interruption, conservant leur forme intacte.
Même les chenilles des chars ou des gros bulldozers passent par cette douche électrique pour que pierres et sables ne puissent les endommager. Cela permet aux machines colossales de fonctionner pendant des décennies, construisant des routes, extrayant du charbon ou créant de l'énergie propre à partir du vent. Sans cette armure invisible, tout notre monde moderne de la technique s'effondrerait simplement sous son propre poids. Le champ d'application d'une telle technologie englobe tous les composants soumis à des conditions extrêmes. Cela concerne les essieux de locomotives, où une résistance à des pressions colossales s'impose, les arbres de turbines de centrales électriques et les chenilles d'engins de chantier lourds. Par exemple, dans les réducteurs géants d'éoliennes offshore ou dans les mécanismes de pelles mécaniques de carrière, les dents d'engrenage doivent fonctionner pendant des années, sous des charges de milliers de livres par pouce carré. Sans cette carapace résistante à l'usure, le métal s'userait en quelques mois à peine. Ainsi, la trempe par induction transforme l'acier forgé ordinaire en une véritable armure high-tech, garantissant la fiabilité d'ouvrages d'ingénierie à l'échelle planétaire. Chaque année dans le monde, seules quelques pièces naissent, capables de résister à plus de 7000 tonnes de pression. Mais l'une d'elles a établi un record qui semblait impossible, même pour les ingénieurs. Imaginez un anneau dont le diamètre dépasse 2 fois celui de buts de football, un bloc d'acier massif sans la moindre soudure. Comment est-ce seulement possible? Et pourquoi la sécurité de millions de personnes dépend-elle de cette pièce? Restez avec nous. Nous levons le voile sur un mystère que l'industrie du forgeage lourd gardait jalousement depuis des années. Pour comprendre l'échelle, imaginez un terrain de football. La longueur de ses buts dépasse 7 mètres. Le diamètre de cet anneau est plus de 2 fois supérieur. À l'intérieur, des immeubles de plusieurs étages, où un avion pourrait te tenir sans problème. Et tout cela dans une pièce d'acier inoxydable, sans la moindre soudure. Auparavant, de telles dimensions s'obtenaient en soudant plusieurs grands segments pour former un anneau. Le résultat était esthétique, mais au niveau des soudures longitudinales se cachait toujours un risque. La moindre micro-fissure, la moindre erreur du soudeur, et lors d'un tremblement de terre ou sous des charges prolongées, c'est précisément cette soudure qui pouvait devenir le point faible. Les métallurgistes chinois ont choisi une autre voie. Ne pas coller, mais faire croître l'anneau à partir d'une seule pièce. Ils ont utilisé une technologie qu'ils ont appelée forgage additif. Le principe est le suivant. Au lieu de chercher d'emblée à étirer un lingot jusqu'à la taille requise, on le forge par couches successives, en ajoutant progressivement de la matière et en déployant le métal sous forme d'anneaux géants. C'est un peu comme quand on étale une pâte et qu'on la plie en rouleau plusieurs fois pour qu'elle devienne à la fois épaisse, uniforme et sans bulles d'air. Sauf qu'ici, à la place de la pâte, on a de l'acier inoxydable chauffé à blanc et des presses de plusieurs milliers de tonnes. On commence par faire fondre un acier de très haute qualité, additionné de nickel, de chrome et de molybdène. Ces additifs garantissent la résistance, la plasticité et la tenue à la corrosion, même en milieu radioactif et à haute température. Le lingot obtenu ressemble à un énorme fût métallique. On le chauffe dans des fours dont la température est plusieurs fois supérieure à celle d'un four de cuisine. Puis, on le transfère sous les presses. La pièce est d'abord aplatie, puis percée, puis roulée en cercle, en la retournant et en la martelant à chaque passage pour obtenir une structure aussi homogène que possible. La technique du forgage par ajout consiste à construire en permanence le métal dans la direction voulue tout en le compactant, en chassant les cavités et les défauts.
À chaque passage sous les presses, l'anneau gagne en diamètre, mais ses parois conservent l'épaisseur requise, tandis que la structure granulaire de l'acier s'uniformise. Les ingénieurs surveillent en permanence la température, la compression, la vitesse de déformation. Si le métal refroidit trop, il devient cassant et risque de se fissurer. S'il surchauffe, la structure flotte et l'acier perd sa résistance. C'est pourquoi toute l'opération se conduit comme une recette complexe. Étapes précises, temps de maintien, contrôle à chaque stade. Au final, nous obtenons un anneau monobloc, sans la moindre soudure. C'est crucial pour un réacteur nucléaire. La bride de support fonctionne comme une ceinture qui maintient ensemble les parois de la cuve et tout son équipement interne. Le cœur actif, les échangeurs de chaleur, les structures intérieures. Elle supporte non seulement un poids de 7000 tonnes, mais aussi les déformations thermiques, les vibrations, d'éventuels chocs sismiques. Si l'on imagine le réacteur comme une immense marmite sous pression, cette virole en est la ceinture, qui ne doit céder d'aucun micron. L'absence de soudure réduit considérablement le risque de fissuration sous charge cyclique et rend la structure plus résistante au séisme. Bien entendu, après le forgeage, l'histoire ne s'arrête pas là. La virole subit un traitement thermique. On la chauffe, puis on la refroidit selon un protocole précis, afin de figer les propriétés requises de l'acier, limite d'élasticité, résilience, résistance au fluage à haute température. Viennent ensuite d'innombrables vérifications, contrôle par ultrasons pour déceler les défauts cachés, essais mécaniques sur des échantillons prélevés dans les surépaisseurs d'usinage, mesures de dureté sur tout le périmètre. Et ce n'est que lorsque les ingénieurs ont la certitude que le métal se comporte de manière homogène en tout point de la virole, que celle-ci est autorisée à intégrer l'îlot nucléaire. Le plus fascinant, c'est que cette percée avec cet anneau record n'est pas restée confinée au club fermé de l'atome. La même idée de forgeage intégral d'anneaux géants a commencé à se propager vers d'autres domaines. Les turbines hydrauliques des grandes centrales hydroélectriques comportent d'immenses éléments annulaires qui maintiennent les rousses mobiles et les distributeurs. Les tours d'éoliennes nécessitent des brides puissantes qui transmettent les charges des pales à travers la nacelle jusqu'à la colonne d'acier. Moins ces assemblages comportent de soudure, mieux ils supportent les vibrations et les régimes de fonctionnement complexes. La technologie de forgeage additif permet de réaliser pour eux des anneaux monoblocs de grand diamètre, qui durent plus longtemps et offrent une meilleure fiabilité. Les presses de forgeage libre les plus puissantes au monde, notamment chez l'entreprise chinoise China Airzong, atteignent 80 000 tonnes d'effort et permettent de déformer des lingots de masse allant de quelques dizaines à plus de 250 tonnes, ouvrant ainsi la possibilité de forger des anneaux de cette envergure. À l'échelle mondiale, ces pièces forgées de grandes dimensions pour le secteur énergétique sont fournies par un cercle restreint de producteurs, des entreprises au Japon, en Chine, en France et en Russie, chacune disposant de ses propres lignes, dédiées aux grands réacteurs, générateurs et rotors de turbines. La demande d'anneaux sans soudure ne cesse de croître, et pas seulement dans le nucléaire. Le marché des brides forgées pour éoliennes était évalué à environ 1,5 milliard de dollars américains en 2023 et pourrait atteindre près de 3 milliards de dollars d'ici 2032 selon les prévisions, dont une part significative revient précisément aux pièces forgées annulaires sans soudure. Les éoliennes offshore nécessitent d'immenses brides et anneaux capables de résister à de fortes charges éoliennes, à l'eau salée et à la fatigue cyclique. Et c'est là que les anneaux sans soudure l'emportent nettement sur les structures soudées, grâce à un risque bien moindre de fissuration et de déformation.
Des anneaux similaires sont utilisés dans l'hydroélectricité. Cerclage de turbines hydrauliques, appareils directeurs, brides massives de conduite haute pression. Partout où la rupture d'une soudure peut devenir catastrophique, les fabricants optent pour de grandes pièces forgées monoblocs. L'histoire de cet anneau chinois, de plus de 15 mètres de diamètre, n'est que la partie émergée de l'iceberg d'une industrie entière, celle des pièces forgées lourdes. Elle illustre les dimensions qu'a déjà atteintes la technique moderne de forge. Diamètre supérieur à 15 mètres, masse de 150 tonnes et plus, charge de calcul de plusieurs milliers de tonnes et durée de vie de plusieurs dizaines d'années sans remplacement. Et les statistiques du marché des pièces forgées pour l'énergie et des brides éoliennes laissent entendre que ces anneaux records seront de plus en plus nombreux chaque année dans les secteurs nucléaires, hydroélectriques et éoliens.